Allez, bonjour, de retour ici sur cette page YouTube. Je reçois aujourd'hui une réalisatrice algérienne, mais qui vit actuellement à Québec. Bonjour Nadia Zouaoui. Bonjour, Nadia, merci de me recevoir. bonjour Nadia. Bah écoute, on se connaît hein, depuis quelques années maintenant parce que vous êtes une réalisatrice engagée, une réalisatrice qui a réalisé des documentaires et vous étiez venue notamment dans un festival de grands reportages d'actualité, le FIGRA au Touquet. Et donc on avait pu vachement échanger sur votre passion pour découvrir voilà, n'importe quelle culture. Et donc on va en parler dans quelques instants. Nadia, alors vous vivez actuellement à Québec, je le disais, et vous êtes une réalisatrice engagée. Vous parlez notamment de la condition de la femme, l'impact des lois antiterroristes ou encore l'impact de l'intégrisme islamiste aujourd'hui et puis également l'impact également de l'islamophobie. Nadia, au total, vous avez produit plus d'une dizaine de documentaires à travers le monde et vous avez été récompensé et puis vous êtes diffusé également sur Radio-Canada, TV Uni, Al Jazeera, Documentary Channel. Nadia Zouaoui, est-ce que réaliser des documentaires engagés, est-ce que c'est dangereux dans l'époque où l'on vit actuellement? Oui, je dirais que oui, c'est pas évident. On est dans une époque qui n'est pas évidente. Tout est blanc, noir. Il y a beaucoup de polémiques sur tous les sujets que j'aborde. Mais en même temps, je crois qu'avec les années, j'ai quand même développé une certaine façon de travailler qui est très nuancée. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est juste que quand je présente mes films, les gens me le disent. Parfois, je peux réunir dans un même cinéma des gens qui se disent complètement islamophobes et des gens qui sont complètement musulmans pratiquants et qui vont se parler. C'est un peu le défi que je me donne. Et je trouve qu'on a tous des choses en commun. Et que ce qui nous divise n'est pas ce qui nous réunit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Et je trouve qu'il y a toujours une façon de se parler. Et c'est un peu le but que je me donne sur des questions comme ça. Mon dernier film, qui est un film sur la banalisation de la violence contre les femmes en Algérie, à travers un film très touchant d'une jeune blogueuse qui a été retrouvée morte, qui m'avait demandé de son vivant de faire un film sur son combat. Mhm. Donc, approcher la question du combat des jeunes féministes à travers son histoire et, euh, et en même temps faire réfléchir sur cette société très misogyne. Donc, c'est ça. Donc, je me retrouve souvent à faire des sujets comme ça. Euh, c'est pas évident. Je marche tout le temps sur des œufs, mais en même temps, je trouve que c'est important. Oui, et puis vous parliez justement de cette jeune, elle s'appelle Iman Shiban, qui est en fait une blogueuse vraiment féministe algérienne hein, qui aurait été retrouvée morte dans son appartement en 2019. Elle avait 26 ans et en fait vous avez réalisé un documentaire effectivement qui s'appelle La promesse d'Iman, où en gros vous évoquez son combat. Alors malheureusement vous avez très peu d'images d'Iman, mais à travers ces 5 connaissances vous arrivez justement à construire votre récit. C'est qui Iman Shiman pour vous? Ben, Iman Shiban, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2006, j'ai fait mon premier documentaire d'auteur, qui est un film féministe, où je retourne dans mon village. Moi, je viens d'un village très conservateur, où je raconte c'est quoi être une femme dans une société patriarcale. Je mets des femmes qui ont toujours été enfermées, mes voisines, les filles avec qui j'étais à l'école, je les mets devant une caméra, et puis elles explosent, elles racontent des choses. C'est pas un film avec des féministes et tout, mais c'est des femmes vraiment qui ont toujours vécu le patriarcat, on les croit soumises, mais quand on les met devant une caméra, elles explosent, elles sont très très touchantes. Et c'est un film qui était bouleversant, qui a beaucoup. Moi, je dirais que pendant quelques temps, j'étais un peu la Salman Rushdie de la Kabylie parce que j'ose raconter ce patriarcat qui est et en même temps, bon, la société kabyle se bat pour sa culture, pour sa langue et tout. Donc, le fait de venir avec un film qui critique un peu la société dans son côté patriarcal, ça a créé, bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé, beaucoup d'hommes n'ont pas aimé, mais en même temps, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup fait parler, qui a initié un débat qui était tabou avant. Et c'est ça qui était intéressant.
même si je recevais des menaces de mort, des insultes, des choses comme ça, mais en même temps, c'est un film qui bougeait beaucoup, qui a reçu plein de prix. Et puis, j'ai fait une vingtaine de pays, je l'ai présenté en Inde, au Bangladesh, en Turquie et tout. Et puis, quand on le présente en Inde, par exemple, les femmes vont me dire, si c'était pas la langue qui était différente, on dirait que c'est l'Inde, parce que le patriarcat, c'est le même partout. Et donc, c'est un film qui a eu beaucoup d'impact. Et donc, il y a toute cette jeune génération de filles de ma région, de la petite Kabylie, qui me suivaient, dont Iman, que Dieu ait son âme, qui est rentrée en contact avec moi. Elle est de mon village, près de mon village. Sa mère, c'était une étudiante de mon père, parce que mon père était prof de français. Et donc, elles sont toutes devenues un peu activistes à leur façon. Chacune m'a dit que, en voyant ton film, on s'est dit, c'est pas possible. Il y a une femme plus âgée que nous qui est venue, qui a fait un film qui dénonce tout ce qu'on voit et qu'on n'ose pas dire. Et donc, chacune de ces filles-là sont devenues un peu actives. Une qui est sur les médias sociaux, une qui fait du documentaire, Iman qui est un blog, elle est architecte de formation, mais comme c'était difficile pour elle de faire de l'architecture, elle a une très belle plume, donc elle est devenue journaliste et puis elle écrivait ce blog en fait, elle dénonçait quand il y avait des grands cas de violence en Algérie contre les femmes. Iman prenait sa plume et elle dénonçait par des textes incroyables. Donc, on a commencé à se suivre et puis elle m'avait demandé, elle m'a dit, maintenant, il va falloir que tu fasses un autre film sur nous, la jeune génération qui nous battons sur le terrain. Et donc, au début, je la prenais pas trop au sérieux parce que je dis non, refaire un film en Algérie, c'est trop compliqué. Mais elle voulait vraiment que je fasse un film sur son combat et c'est resté comme ça. Et pendant la pandémie, d'ailleurs, elle m'a écrit 2 semaines avant son décès. Elle m'a dit, et alors, et ce film, quelque chose comme ça. Et quand j'ai su qu'elle a été retrouvée morte, j'ai été tellement dévastée, frustrée, révoltée. Et je me suis dit, non, il va falloir faire ce film. Et donc, je suis rentrée en contact avec sa maman, son papa, ses amis, et tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, même si tout le monde avait un peu peur, parce que quand même, Ouais, ça montre c'est un ça, peu c'est ça le problème. C'est quand on commence à entrer dans ce contexte un petit peu d'écrire quelque chose d'assez sensible. Voilà, on a toujours cette crainte, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Et c'est ouais, pas évident pour vous, notamment la question de la femme en Algérie, c'est pas évident hein, comme dossier. ouais. Ben, il y a un déni complet, hein, les gens vont te dire, surtout les hommes, ah non, il y a de la violence en Occident, pourquoi tu parles ici et tout, mais au début, je croyais que c'était un déni, mais c'est parce que après, je me rends compte que c'est parce qu'ils la vivent pas. Parce que quand je présente le film au cinéma et qu'il y a des hommes, surtout des papas, des frères et tout, ils sont complètement bouleversés parce qu'ils se rendent pas de ce que vivent leurs filles, leurs femmes quand elles vont travailler, quand elles marchent dans les rues. Et donc, c'est vraiment un film qui devient un film de sensibilisation. Je l'ai présenté la semaine passée, je l'ai présenté à Marseille dans le cadre d'un festival, le Prix Med, et ils avaient réuni 300 lycéens dans un cinéma qui ont vu la version télé, la version 52, qui ont été scotchés au film. Et ces jeunes-là m'ont gardé 1 heure et demie sur l'estrade à poser des questions. Il y a des jeunes qui m'ont dit, nous, on a de la difficulté à regarder un petit reportage de 3 minutes sur YouTube. Et on s'est dit, on va s'ennuyer à aller au cinéma voir un film sur les femmes. Et ils ont dit, on a été scotchés. On connaissait pas. Il y a plein de choses qui nous reviennent. Et puis, il y en a qui parlent de leur sœur, de leur mère. Il y a vraiment un intérêt, parce que c'est un film de jeunes aussi, parce que c'est des jeunes filles. Et moi, j'ai été vraiment touchée de voir cet intérêt des jeunes. Ce Et que je viens de d'ailleurs, parler, j'ai fait un appel sur Facebook pour demander au ministère de l'Éducation en Algérie de faire cet exercice, de présenter ce genre de film dans les écoles en Algérie pour sensibiliser contre la violence contre les femmes. et puis c'est vrai que finalement ce documentaire est intervenu quelques années après le grand mouvement féministe MeToo. On sent quand même
une libération de la parole, hein, notamment sur les plaintes de violences voilà, envers les femmes. Voilà, les femmes n'hésitent pas à franchir le pas, à porter plainte aujourd'hui. On sent qu'en France, il y a de plus en plus de dossiers. Enfin, chaque jour, la justice doit traiter d'immenses dossiers de violences faites aux femmes. Vous sentez aussi ce mouvement MeToo a tout changé finalement. Aujourd'hui, la libération de la parole de la femme est omniprésente désormais. Je dirais que dans les pays, disons, arabo-musulmans, c'est beaucoup plus compliqué. Les filles n'osent pas dénoncer. Dans le film, on voit la petite cousine d'Iman qui dénonce. Par exemple, il y a un gars qui la touche dans le bus, elle le filme, elle met ça sur les médias sociaux. Et puis l'impact de ça, c'est que les gens lui ont dit pourquoi tu fais ça, t'avais pas à faire ça, il doit avoir des enfants, c'est un petit vieux. Tu sais, c'est comme c'est toujours la faute de la femme, même quand elle dénonce. Il y a une jeune femme qui s'est fait écraser par un gars parce elle a rejeté ses avances. Et moi, ça m'est resté parce qu'à l'époque, j'avais un blog aussi. Iman avait écrit un article en 2015. Cette fille qui s'est fait écraser. Une semaine après, les médias vont sur le terrain parler avec les hommes qui étaient témoins de ce crapuleux incident et les hommes disaient il était de mauvaise humeur, 100 ans cette fille était venue, elle devait mourir ce jour-là. On banalise la mort d'une femme, on banalise un crime. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est des sociétés très patriarcales, les filles ont très peur de parler. Une femme qui subit des attouchements ou bien de la violence sexuelle, beaucoup d'agressions sexuelles et tout au travail, les femmes n'en parlent pas parce qu'après, ça devient des vendettas entre familles, le mari ou le frère va aller tuer le gars. C'est tout ça qu'il faut travailler. Et banaliser aussi la violence. Un mari qui frappe sa femme, qui la gifle, il l'aime ou des choses comme ça. Donc, c'est sur des points comme ça que le film parle pour essayer de conscientiser les gens qu'une gifle peut devenir un coup, peut devenir un meurtre aussi. Et puis une information aussi par rapport à ce documentaire, c'est qu'en fait, c'est une promesse que vous avez tenue à Iman, en gros. C'est que vous Oui, alliez réaliser, de son vivant, hein, évidemment, vous lui avez promis de suivre son combat, enfin de poursuivre son combat, en fait, mine de rien. oui, oui, tout à fait. Une promesse post-mortem. Mhm. Bon, en tout cas, voilà, ça fait beaucoup réagir. Vous avez réalisé d'autres documentaires vraiment très engagés. Il y en a un qui cartonne sur YouTube, qui a plus de 240 000 vues. C'est Le Voyage de Nadia, récompensé à de multiples reprises. On voit la souffrance des femmes dans la société patriarcale, justement, c'est ce que vous évoquiez. Voilà, ça a été une grande aventure aussi pour vous. Je vais montrer justement une image. Alors, vous n'allez pas la voir, Nadia, mais je vais vous montrer une image aux gens qui nous regardent. C'est un petit peu voilà, ces images de ces femmes qui sont avec vous. On voit l'image on voit l'affiche du documentaire La promesse d'Iman, aussi l'islam de mon enfance, hein, un documentaire qu'on évoquera dans quelques instants, Nadia. Voilà, ces femmes que vous avez pu croiser, on sent que ce besoin de parler est naturel. Finalement, c'est des belles endormies, j'ai envie de dire. En gros, il fallait juste leur donner un micro, quoi, et elles voulaient parler, Oui, quoi, tout simplement. oui, tout à fait. Le voyage de Nadia, c'est mon premier film. Je l'ai fait en 2006. Et à l'époque, je crois que les femmes, d'abord, en faisant de la recherche, j'avais plein de femmes qui avaient des histoires horribles, mais qu'on ne pouvait pas montrer à la télé parce qu'elles avaient toujours un mari, ou parfois même quand elles acceptaient, on a le cousin ou le frère qui est quelque part en France qui va appeler, qui va interdire qu'elles parlent parce qu'elles ont besoin de la permission des hommes de la famille. Donc les femmes que j'avais, c'est des femmes qui soit sont divorcées, que comme Farouja par exemple, la mère de la copine de ma mère, son mari, ils l'ont mariée avec un vieux monsieur qui était toujours là avec elle et tout, mais en fait il était complètement sourd. Donc on pouvait dire ce qu'on voulait. Donc c'est montrer aussi que les femmes sont pas si libres que ça. Mais maintenant ça a changé par rapport au voyage de Nadia, je l'ai fait en 2006. La promesse d'Iman, je l'ai fait en 2018. Ça a beaucoup changé. Les femmes vont étudier. Il y a beaucoup plus de femmes dans les universités que d'hommes. Les femmes sont partout dans les domaines professionnels. Donc, elles prennent beaucoup de place. Sauf que
on dirait qu'il y a plus de violence parce que on dirait qu'il y a une réaction, parce que les femmes prennent beaucoup de place. C'est un peu ce qui se passe en Occident aussi, la montée du masculinisme. La montée du masculinisme, c'est parce que les femmes reprennent la place qu'elles doivent prendre. Et donc, il y a des hommes qui ont peur. Moi, je le vois comme ça, c'est une peur. Ce que je trouve dommage, par contre, en Algérie, c'est qu'il y a une montée d'une religiosité qui est très intégriste, pas la religiosité spirituelle de mes parents et tout ça. C'est une religiosité intégrisme, de l'intégrisme de partout, Ah bah, partout. alors, justement, la transition est toute trouvée. J'allais essayer de trouver une transition, mais Nadia, vous êtes parfaite parce que vous Super. m'avez trouvé une transition parfaite. Effectivement, je voulais évoquer justement Ouais, cet intégrisme très présent en Algérie parce que vous en avez fait un documentaire hein, qui s'appelle L'Islam de mon enfance, qui est très touchant pour l'avoir regardé parce que l'Algérie est un pays qui a beaucoup souffert, hein, notamment de dizaines d'années noires où il y a eu des attentats horribles hein, sur le sol algérien, des attentats que nous, on a vécu, nous, ces dernières décennies hein, en France, mais en Algérie, ça a été encore plus impressionnant, beaucoup plus dur aussi. ouais. Euh, L'islam de mon enfance, c'est justement, on va en profiter, on va faire une petite pause dans cet échange. Je vais vous proposer, cher youtubeur, de regarder la bande-annonce de ce documentaire et on se retrouve juste après, Nadia. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. C'est une histoire qui me fait peur et m'obsède en même temps. Une histoire qui me dépasse. Une histoire qui nous dépasse tous. احنا هنا بكري القصبة كانوا مدارس صغيورين يقروا القرآن وعلاه ما كانش هذا الشيء. On dit bien que Daesh est né chez nous, donc on le connaît bien, hein. On sait ce qu'il vaut une fois qu'on en a fait l'expérience. خرجت من السلفيه دفعت ثمن كبير، كان المعاداه التحذير، لان احنا في الاولى فهمنا باللي هذاك هو التدين. شوف الغزو الاعلامي الخطوره تاعو وراه. هل يجوز اللعب بالدومينو والشطرنج والدامة؟ من لعب بالشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير. عندكم هذاك التمثال اللي خلاته لكم فرنسا تاع امرأة عارية، يعني يقولوا لي 50 سنة ما قدرتوش تلبسوا لها جبة. On a une tradition ici, chaque année, un 21 octobre, je pense. Tous les gens de Kabylie viennent et puis ils rencontrent vraiment. Ils nous disent que c'est haram. Donc dès lors qu'ils commencent à s'attaquer à ça, moi j'ai compris. J'ai dit il faut un traitement de choc. On a affaire à des islamistes, on a affaire à un pouvoir, à une dictature. On doit lutter contre tout. Ce qui est très dangereux, c'est qu'ils infectent même les institutions de l'État. Ma peine dépasse ceux qui ont déchiqueté le pays. باش رانا تفينونسي العربية السعودية Justement. Et ben, je sais rien. La sole. Après la Sega, après Français Smidor. Je suis très bien. Je suis très bien. Il a de la sole que ça arrête. Voilà, vous avez donc pu voir cette bande-annonce, L'Islam de mon enfance, produit en 2019. Nadia, vous avez pris vraiment le temps de rencontrer les acteurs locaux hein, qui vivent une montée de l'intégrisme, où se situe cet islam aussi de votre enfance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à, comment dire, à situer l'islam de votre enfance? Franchement, je ne reconnais pas mon pays d'origine. Ça, je n'ai pas de problème à le dire. Mes parents non plus, alors qu'ils vivent en Algérie. Ben, ils vivent au Québec 6 mois par année, 6 mois en Algérie. Par exemple, ma mère, qui a toujours fait sa prière et tout,
elle se retrouve dans une société où tu as des petits-neveux qui lui disent si tu mets pas le voile, tu vas aller en enfer. Donc, il y a quand même où on te dit ça devient un islam de paraître. C'est pas un islam d'être, au fait, de spiritualité. Ça, je trouve ça dommage. Moi, j'ai par exemple des petites cousines. Par exemple, j'étais en Algérie il y a pas longtemps. J'ai une cousine qui porte le voile. Puis quand on vient la demander en mariage, on lui demande de porter le niqab. Là, c'est un autre niveau. J'ai des filles qui portent pas le voile, qui travaillent avec moi en cinéma. Des fois, je donne, tu sais, comme l'affiche ou des choses comme ça, et qui me disent, ben, on porte pas le voile, donc surtout quand elles sont mariées, elles ont des enfants, c'est comme on leur fait comprendre que là, tu es mariée, tu as des enfants, tu dois porter le voile. Donc, il y a tout ce côté de la société qui te dit comment être parce que tu es une femme. Et c'est ça, donc c'est vraiment un retour en arrière, alors que dans des pays comme l'Arabie Saoudite, qui nous ont donné ce virus de l'intégrisme, sont en train de sortir de là. C'est un peu contradictoire. On sent que l'Arabie Saoudite se rapproche des États-Unis. Enfin, est-ce que c'est votre analyse? Oui, ben c'est juste, je veux dire, oui, ben je crois que Ben Salman, avec tous les défauts qu'on lui connaît, veut vraiment sortir de l'intégrisme. On le voit, le voile n'est plus obligatoire, les femmes peuvent conduire, des choses comme ça, normalement de base là. En 2025, je trouve qu'on est très en retard, mais on dirait que dans nos pays, parce que il y a beaucoup de raisons pour ça, parce que l'Algérie a vécu le colonialisme. Je veux dire, on détruit un peu l'identité algérienne. Ouais. Donc, après l'indépendance, il fallait se trouver une identité. Donc, on a eu beaucoup l'impact des pays arabo-musulmans pour nous dire qui on est. Quand j'étais petite à l'école, on chantait une chanson avec laquelle tout le monde devait être d'accord. C'est l'islam, c'est notre religion, l'arabe, c'est notre langue, et celui qui dit le contraire est l'ennemi de la nation. Alors que nous, on parlait kabyle, mes parents ne parlent pas un mot d'arabe, par exemple. Donc, c'est cette identité sur mesure qu'on voulait nous mettre et qui n'accepte pas la diversité de l'Algérie. Et ça, je crois que c'est tout ça qui a produit le clash entre les intégristes et la société civile. Et puis l'école, je crois qu'ils ont eu vraiment, peut-être que les islamistes n'ont pas pris le pouvoir, mais ils ont gardé par exemple, l'éducation, ça devient vraiment des usines à créer des islamistes, tout ce qui régit la famille et la femme, même si les lois algériennes sont très républicaines, mais toutes les lois qui régissent la femme, c'est des lois qui sont des lois de la charia. Donc, la femme qui est très indépendante, qui travaille, mais elle est mineure à vie. La femme ne peut pas hériter, elle hérite la moitié de ce qu'hérite son frère, la polygamie, tout ça. Déjà que les féministes demandent à ce qu'on change le code de la famille, elles sont agressées. On l'a vu pendant le Hirak, le carré féministe qui a été des femmes qui étaient agressées parce que la société est très, très islamisée. Donc, quand je dis islamisé, c'est dans le côté intégriste du terme. Je ne parle pas de l'islam. Il y a des gens qui vivent leur islam, qui sont complètement en harmonie avec les idées progressistes d'aujourd'hui. Mais c'est plus le côté misogyne, un peu la lecture misogyne de l'islam. Et de l'autre côté, vous avez une population algérienne qui souffre, et pas que la population algérienne d'ailleurs. Il y a une vague d'islamophobie qui est de plus en plus omniprésente, et vous l'avez mis dans un documentaire également, cette montée de l'islamophobie. Vous le sentez de plus en plus, ça également, cette tendance-là? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait ce film quand même en 2011, après le 11 septembre, 10 ans après le 11 septembre. Il y avait tout est sorti, le Time Magazine, tout le monde a fait des rapports, des recherches, des rapports, des articles et tout ça qui sortaient. C'était horrible ce que vivent les communautés musulmanes aux États-Unis. Ça a été aux États-Unis, il y a pas ce background colonialiste et tout. Donc c'est vraiment une islamophobie politique qui a été construite.
justement qui a poussé Bush à aller faire la guerre en Irak, en Afghanistan et tout ça. Euh, et à la sortie de ce film, c'est là où j'ai compris comment est-ce que l'islamophobie est un vrai problème dans les sociétés occidentales. Parce que quand j'ai sorti ce film, tous les gens qui m'aimaient, qui voulaient présenter mes films, ils étaient devenus mes ennemis et qui me disaient comment la réalisatrice qui a fait Le Voyage de Nadia peut faire un film sur l'islamophobie, qui comprenait pas. Des cinémas, il y avait un cinéma qui voulait vraiment présenter mon nouveau film. Quand ils l'ont vu, ils m'ont carrément insulté. Ils m'ont dit comment tu peux donner la parole à une femme voilée alors que c'est mes personnages étaient tellement touchants. Une dame pakistanaise chiite ils ont quitté, c'est une famille qui a quitté le Pakistan parce qu'ils sont chiites et que les salafistes tuaient les gens ismaélites comme eux, qui se retrouvaient comme réfugiés aux États-Unis et dont le fils est retardé, un peu retardé mental et que en fait, ils recrutaient des jeunes comme ça qui ont des problèmes, des schizophrénie, maladies, retard mental et tout pour créer des terroristes pour la réélection de Bush. C'était vraiment horrible ce qui se passait. Et puis, au lieu de voir l'histoire, ils voyaient une femme qui a un sari, par exemple, ça les dérange, ou une jeune fille qui portait le voile et puis qui a été mise en prison à 14 ans après le 11 septembre parce qu'elle porte le voile, au lieu d'écouter son histoire. Et c'est là où j'ai compris que non, je veux dire, chaque société est biaisée, là. Je veux dire, si en Occident, il y a ce problème, dans mon pays d'origine, il y a un problème. Et là, c'est comme ça que j'ai créé ma maison de production et j'ai dit non, je vais faire des histoires où l'injustice, où je suis pas idéologue du tout. Oui, je suis féministe, je dénonce l'intégrisme, mais en même temps, je dénonce toutes les injustices que je vois autour de moi. Et je crois que c'est surtout les valeurs universelles qui sont importantes. Et je crois qu'aujourd'hui, si on voit des gens comme, par exemple, le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, s'il est si populaire, c'est à cause de ses idées. Parce que c'est des idées universelles, c'est des valeurs universelles qui sont au-delà de la couleur, de la religion. On ne l'a pas élu parce qu'il est musulman, on l'a élu parce qu'il a des idées progressistes. Et c'est de ça parce que qui intègre tout le monde. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est l'anti-Trump par excellence. Oui. Et c'est ça l'avenir, en fait. C'est ça l'avenir. Mais pour ça, il va falloir conscientiser les gens. Ce que je trouve un peu dommage avec les médias sociaux et que des gens très riches ont les médias aujourd'hui, donc les médias sociaux. Et là, il y a les États-Unis qui vont acheter TikTok. Donc, il y a quand même une manipulation des populations entières. Mais je crois que le travail à faire, c'est vraiment de créer cette pensée critique partout et de faire réfléchir les gens. Parce que quand les gens réfléchissent, moi, j'ai confiance en l'intelligence des gens. Quand j'ai mis des islamistes devant le film L'Islam de mon enfance. Par exemple, je l'ai présenté au Maroc dans des régions dans le nord qui sont les frères musulmans étaient très forts. On avait des débats très, très houleux, mais à la fin, il y a eu un échange sur l'importance de la laïcité dans nos sociétés. Donc, je vois toujours une lumière, même sur des films qui dérangent. Je l'ai vu en Algérie quand j'ai présenté Le Voyage de Nadia. Il y a des hommes qui n'étaient pas contents, mais quand j'expliquais, qui me disaient oh, pourquoi tu fais ce film, ça a changé et tout. Mais je leur dis mais pourquoi dans la salle il y a 200 hommes et qu'il n'y a aucune femme si ça a changé? Quand on commence à parler de c'est quoi le féminisme et tout. Donc il y a une question d'éducation. Quand on éduque les gens et qu'on ne prend pas les gens de haut et qu'on a vraiment un débat d'égal à égal, je crois que les gens sont intelligents, peuvent réfléchir. Bien sûr. Et donc là, on a abordé deux sujets majeurs dans votre pays, mais alors,
que dire sur le dernier documentaire que vous avez produit sur le serment d'Hippocrate? C'est votre dernier documentaire. Là, on touche vraiment à un sujet essentiel de l'accès aux soins aujourd'hui. De toute façon, on le voit en France, dans les zones rurales, c'est une catastrophe, clairement. L'accès aux soins devient une catastrophe. D'ailleurs, dans ma famille, on est en train de le vivre actuellement. Voilà, ici sur le territoire, par exemple, vous avez des médecins retraités qui sont obligés de revenir en service pour pouvoir soigner les gens. On en est là aujourd'hui, hein, en France, hein, dans certains territoires. Donc le serment d'Hippocrate, vous vouliez mettre quoi en avant? C'est vrai que la situation, même à Québec, il y a une situation qui est gravissime. Quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Écoutez, c'est très simple, les chiffres le disent. Il y a plus de 2 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. On est dans une société vieillissante, alors qu'il y a des milliers de médecins de l'immigration qui ont de l'expérience, qui ont passé des années à refaire leurs examens du Collège des médecins. Ça, c'est les examens que les étudiants en fin d'année d'études de médecine passent. Ça veut dire qu'ils sont obligés de retourner dans leur cahier, refaire tous les examens qui sont très dispendieux et qui n'arrivent pas à travailler parce qu'ils n'ont pas de stage de résidence. Donc, c'est vraiment mettre des bâtons dans les roues de ces gens qui peuvent régler une bonne partie du problème. Et au Québec, il y a encore plus de blocage qu'ailleurs parce que là, j'ai pris des chiffres, je les ai mis sur une carte géographique où j'ai mis les pourcentages des médecins de l'immigration acceptés dans chaque province. Le Québec est à 8%, la Saskatchewan est à 50%, l'Ontario est à 30%. Donc, c'est vraiment un film que j'ai fait pour vraiment, pour que les instances gouvernementales, le Collège des médecins, les facultés de médecine soient mis devant le fait accompli, devant des chiffres, pour que vraiment ils essayent de changer les choses. Parce que tout le monde est perdant dans cette histoire. Le Québec est perdant, le pays d'origine de ces médecins est perdant. Ces médecins sont perdants parce que beaucoup de médecins qui me disent, moi j'ai fait ça toute ma vie, je sais rien faire d'autre. Il y a beaucoup de dépression aussi. Et donc, c'est vraiment un film un peu engagé, journalistique un peu, parce que je l'ai fait pour la télé nationale, Radio-Canada, pour essayer vraiment de changer la situation. Alors, ce que je vous propose, Nadia, c'est qu'on fasse une petite pause dans notre échange et de voir justement la bande-annonce de ce documentaire, donc Le serment d'Hippocrate. Plus de 2,3 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. C'était chaotique hier soir à l'urgence qui était saturée. C'est une médecin spécialiste de l'Argentine. Elle a des années d'expérience. Et là, son plan B, elle songe à aller travailler dans une autre province. Docteur, nous avons reçu les documents démontrant que vous rencontrez les exigences requises par le Collège des médecins du Québec, entre parenthèses CMQ. Aucune garantie ne peut vous être faite quant à vos possibilités d'obtenir un de ces postes. Coudonc, chaque année, il y a des postes qui restent libres. Là. Qu'est-ce que ça prend pour un médecin de l'immigration pour devenir médecin au Québec? C'est compliqué quand même un peu. Et souvent, les gens nous disent que c'est trop compliqué. Déjà, on voit comme il y a des choses qui sont un peu contradictoires. C'est grâce à ma lutte que je suis là. Parce que si ça aurait été pour le système, j'aurais été renvoyée au Mexique. C'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit au Québec, on me demande de faire un stage pour voir si mes compétences médicales sont réellement valables, etc. Et quand je retourne dans mon pays, je redeviens chef de service. Que quand même, il ne faut pas oublier qu'un médecin formé à l'étranger qui n'a rien coûté aux Québécois, combien il peut voir de patients par année? Multipliez-le par 10 ans. Combien il peut aider? Voilà donc cette bande-annonce, Le serment d'Hippocrate, on sent vraiment le désarroi, hein, clairement en 3 minutes de ces médecins qui en fait veulent travailler. C'est un peu la même situation en France, hein, de toute manière, et j'ai l'impression que même c'est vraiment un problème aujourd'hui. Clairement aujourd'hui là, vous l'avez dit, la population vieillit, on voit les baby boomers sont en train de sont quand même très nombreux, donc en France notamment. C'est un vrai problème. Et quelle solution apportent finalement ces professionnels aujourd'hui? Est-ce qu'ils en ont clairement? Ils ne demandent qu'à travailler, hein.
Mais je crois que la différence entre le Canada et la France, c'est qu'au Québec, au Canada, c'est que c'est des gouvernements qui choisissent leur immigration. Donc, ils prennent des gens qui sont très diplômés, qui sont jeunes, en santé, tout ce que vous voulez. Mais si on ramène des gens très diplômés, pourquoi est-ce qu'on les laisse pas travailler dans leur domaine? Donc, c'est tellement bénéfice pour le Québec. C'est un peu la question que je pose. Ben, j'espère que le film il est au cinéma présentement, mais la version télé va passer le 8 janvier 2026. Et puis, on espère que le proposer à l'Assemblée nationale du Québec, essayer de vraiment faire un débat là-dessus, parce que c'est très, très positif pour le Québec de prendre ces gens-là. Nous, on est à côté d'un géant, le géant américain, qui est un système privé. C'est quand même le pays le plus riche et le plus puissant du monde, où les gens ne peuvent pas se soigner. On voudrait pas être comme eux. Donc, oui, il y a des gens qui poussent vers le privé, mais on se bat pour garder le système public canadien, québécois. Moi, je dirais que beaucoup des provinces canadiennes ont allégé pour les médecins de l'immigration, pour les accepter plus vite, et ça marche très bien. J'ai rencontré pendant la recherche des médecins qui ont beaucoup de difficultés, même s'ils ont passé les examens au Québec, qui ont eu des programmes qui sont easy to practice, ou des choses qui allègent, et qui se retrouvent dans d'autres provinces et qui travaillent et qui ont très bien réussi. Donc, c'est un peu ça le but du film, c'est de montrer que on peut, sans diminuer la qualité de la médecine, bien sûr, mais c'est juste alléger un peu pour accepter ces médecins. Donc vous avez rencontré des médecins français du coup? Oui, parce que normalement, les médecins français n'ont pas de problème, parce qu'il y a une entente depuis le temps de Sarkozy, une entente entre le Québec et la France, pour faciliter. Donc, un médecin québécois peut aller en France travailler facilement, au privé, au public. Un médecin français peut venir ici. Par contre, il ne peut pas travailler directement. Il faut qu'il fasse un stage. Le stage est payant. Et puis, souvent, c'est en région éloignée. Et le médecin que j'ai trouvé, qui s'appelle Dr Gilles Caruel, qui avait 30 ans d'expérience, il se retrouve ici, il attend. Ses enfants étaient déjà à l'école et tout. Ça lui prend 1 an pour avoir un stage dans une région très éloignée. Il pouvait pas laisser ses enfants. Il a demandé un autre stage. Ça a pris beaucoup de temps, donc il a perdu beaucoup de temps et tout. Il a commencé à faire autre chose. Puis à un certain moment, la médecine lui manquait. Donc il a laissé ses enfants ici. Il a trouvé un poste en Martinique, où il est chef de département. Donc, mais il a ce côté, il adore le Québec, il a son petit chalet au Québec, donc il revient souvent, et puis il aide aussi une clinique populaire. Donc, c'est pour montrer que même quand il y a une entente entre le Québec et la France, il y a encore à cause de tous ces problèmes administratifs, du corporatisme, qu'il faut vraiment alléger. Et ça concerne vraiment tous les corps de métier, ou c'est vraiment la santé qui pose problème? Par exemple, je pense à des jeunes journalistes qui veulent travailler au Québec, etc., à Québec notamment. Voilà, est-ce que c'est vraiment un problème administratif à ce niveau-là? On ne prend pas en compte l'expérience française? L'entente France-Québec, c'est une entente il y a plusieurs professions. Je sais pas trop, j'ai pas les détails. Mais je sais que, par exemple, ici au Québec, on a beaucoup de Français dans le monde du journalisme et du cinéma, par exemple. Je suis entourée de Français. Mais je sais pas quelle profession. Je sais que les professions qui sont régies par des ordres professionnels, il y a énormément de difficultés. Tout ce qui est architecture, ingénieur, médecin, pharmacien, tout ça, c'est très, très compliqué. Pendant très longtemps, ça a été vraiment un problème de protectionnisme. C'est des métiers quand même payants et tout. Il y a des domaines où c'est allégé, comme par exemple pharmacie et tout ça, mais la médecine, c'est pas le cas encore. Et puis, architecture, ingénieur. On dit qu'au Québec, avant qu'il y ait les Uber et tout ça, on disait que les taxieurs du Québec sont les plus diplômés au monde. On se retrouvait avec des taxis qui sont médecins, ingénieurs, architectes.
Donc, c'est ça. Et Québec, ce que vous disiez aussi dans votre documentaire, je crois que c'est «L'islam de mon enfance» où vous en parliez, où justement vous dites: «C'est peut-être, l'endroit où il y a la mixité, religieuse et la plus belle finalement». Est-ce que, c'est toujours ce constat que vous avez aujourd'hui? Il y a vraiment une harmonie chez vous? Ben, je le pensais au début parce que moi, je trouve que c'est un beau laboratoire du vivre ensemble. C'est vraiment comme ça que je le voyais, un laboratoire du vivre ensemble. Mais je dirais que maintenant, il y a comme une montée d'une certaine droite identitaire qui brise beaucoup ça. Et puis, C'est international d'ailleurs, la droite nourrit, identitaire. Mmh. ça nourrit les intégristes musulmans, parce que moi, il faut vraiment le dire. Ça nourrit, puis qu'ils ont un impact aussi sur les jeunes. Et donc, ce que je trouve très, très dommage au Québec, mais on travaille, nous, les progressistes, contre ça. Ouais. Mais je crois qu'on va passer des moments un peu difficiles parce qu'il y a quand même un parti séparatiste. Je ne suis pas quelqu'un qui est contre la séparation ni quoi que ce soit, mais c'est quand on prend la séparation et qu'on utilise l'immigration pour dire que c'est comme un scapegoat, c'est comme je ne sais pas comment on dit en français, que tous les problèmes viennent de l'immigration. Oui. Quand on commence ce genre de discours, ça divise énormément, c'est du pain béni pour les intégristes et je trouve ça dangereux. Pour terminer, Nadia, et vraiment un grand merci pour cet échange qui est très complet. J'ai une dernière question sur finalement votre travail. Vous avez en fait votre fil conducteur, c'est le quotidien, c'est ce qu'on vit actuellement. Vous avez une passion de pouvoir découvrir, de pouvoir transmettre et de manière nuancée. C'est ce que vous disiez en introduction tout à l'heure. Voilà, clairement, vous avez un fil conducteur qui est assez simple, mais qui est dans la société d'aujourd'hui et voilà, est complexe parce qu'il faut apporter vraiment toutes les nuances possibles, quoi. Oui, mais je me dis les droits, moi je ne dis pas les droits de l'homme, je suis trop féministe, les droits de la personne. Les droits de la personne, c'est les mêmes partout. Et je crois que cette personne peut être un juif orthodoxe, ça peut être un musulman, ça peut être un homme blanc. J'aime pas ces divisions entre les gens. Et je crois que c'est très important. Puis les droits de la personne, c'est aussi le féminisme. Je crois qu'il faut l'introduire dans les droits parce que malheureusement, avec la montée du masculinisme, on voit beaucoup de critiques du travail des féministes. Et je dis, les gens oublient, mais c'est grâce au féminisme qu'on est arrivé à travailler, à voter, à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, dans mon travail, je mets toujours ce côté féministe. Je trouve que c'est important. Mais c'est ça, mais c'est vraiment... je crois que mon travail, c'est beaucoup les droits de la personne. Mon prochain travail, c'est un film sur les sans-abri. Avec la cherté de la vie, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans la rue. Il y a une étude qui est sortie, les gens sont tous à 2-3 mois de salaire prêt à devenir des sans-abri quand ils n'ont pas d'aide ou de famille autour. Et donc, réfléchir à nos sociétés, cette concentration de la richesse sur très peu de gens, c'est vraiment les problèmes sociaux de nos sociétés qui sont les mêmes partout, sur lesquels j'essaie de travailler, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez découvrir le travail de Nadia Zouaoui, n'hésitez pas à vous rendre sur la page YouTube de Nadia. Justement, il y a tous ces extraits des bandes annonces. Il y a aussi le documentaire Le voyage de Nadia. Puis n'hésitez pas, on vous mettra des liens également de documentaires également en commentaire de cet échange. J'en profite, Nadia, vu que vous êtes quelqu'un d'engagé, j'en profite aussi pour rendre adresser un message tout particulier à un journaliste français qui est actuellement emprisonné en Algérie, qui s'appelle Christophe Glaise, qui est emprisonné depuis cet été pour apologie du terrorisme. Donc le mouvement en France est en train de soutenir un petit peu son engagement. Je vais montrer la photo de Christophe. Voilà, Reporters sans frontières a décidé de
de mener un combat pour le soutenir, et une pétition a été mise en ligne pour le soutenir. Christophe Glaise, qui était un journaliste sportif qui réalisait un documentaire en Kabylie notamment. Donc voilà, je pense que c'est un message assez simple, mais je pense qu'il me fallait le dire pour le soutenir dans ce Oui, combat, et oui. soutenir sa famille surtout, et Oui. soutenir les journalistes de SoFoot, qui est un magazine français. Voilà, Nadia. Oui. Mais je crois qu'il n'y a pas de sujet, il y a aucun sujet qu'un journaliste ne doit pas faire, et il n'y a aucun pays qui doit arrêter des journalistes pour faire leur travail. Tout à fait. Donc, je suis en complet soutien avec ce journaliste. Voilà, je vous montre la photo de Christophe Glaise, donc, qui a été condamné à 7 ans de prison et qui se pourvoit en cassation notamment. Donc peut-être que la peine sera réduite, ou tout simplement une grâce présidentielle pourrait être demandée. En tout cas, on suivra ça dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup en tout cas, Nadia, de m'avoir consacré ces longues minutes. On pourrait parler encore des heures avec vous, Nadia, mais il y a tellement de choses. Pour les gens qui nous écoutent, moi, pendant la pandémie, j'ai mis plusieurs de mes films en ligne. Donc, j'ai le film sur l'islamophobie aux États-Unis qui s'appelle Peur, colère et politique sur ma chaîne YouTube. Il y est aussi en anglais, Fear, Anger and Politics. J'ai mis Le voyage de Nadia, même s'il date de 2006, qui a eu beaucoup d'impact aussi. J'ai mis aussi L'islam de mon enfance sur YouTube. Donc, les gens peuvent aller regarder gratuitement ces films-là. Ouais, et ils ont vraiment, pour le coup, cartonné sur YouTube. Donc ça veut dire que le travail était super bien fait par vous, Nadia. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir consacré ces longues minutes. Merci beaucoup, Nadia. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Bye.